Et bonsoir et bonjour, bienvenue pour le nouvel épisode de Nocturnis. Alors on se trouve aujourd'hui dans un lieu très particulier comme vous le voyez. C'est un ancien fort de guerre abandonné depuis longtemps. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'histoire du lieu parce que je vais vous l'expliquer plus en détail après. Donc là on est dans un lieu typique de la Première Guerre mondiale, près de Verdun. Il y a eu une grosse bataille, c'est là où il y a eu justement une des plus grosses batailles de la Première Guerre mondiale. Je suis avec JC et on va passer une bonne partie de la nuit dans la forêt qui entoure le fort où il y a eu les plus grosses batailles. Et on va ensuite s'enfoncer dans ce qui reste des boyaux du fort. Vous verrez, c'est assez flippant d'ailleurs. Donc voilà, on va passer une enquête, je pense, assez émouvante parce que c'est quand même un lieu chargé d'histoire. On a beaucoup de respect pour ce lieu parce que c'est un lieu de recueillement. Il y a des gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui sont morts, donc on va rester dans le respect surtout. Dans le sobre. Alors, nous sommes au milieu de la forêt, près du fort de Souville. Alors, petite précision, il y a eu d'énormes bombardements dans le coin, donc il va falloir faire assez attention quand même si le lieu a été quand même dépollué, démilitarisé, etc. Il se peut qu'il y ait encore des obus qui remontent ou autre, donc on va rester sur les chemins. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de bruit, donc on va donc on va avancer tranquillement dans la forêt en testant avec le K2. On a déjà eu des pics de K2 un peu bizarres en journée. Donc du coup on va voir si ça se reproduit cette nuit. Et on essaiera de s'arrêter si on a des pics de K2, le K2 qui sonne, etc. C'est que bon, là on est au milieu de la nature, il y a une anomalie. Alors le K2, par rappel, capteur d'ondes électromagnétiques, c'est censé du coup essayer de cadrer. Capteur d'ondes électromagnétiques, du coup ça c'est censé se déclencher quand une entité approche, c'est la théorie. Savoir si après si c'est bien ça, bon, on verra. Donc on avance petit à petit. On va vous montrer les tourelles du fort et on ira ensuite à l'intérieur des galeries du fort, en tout cas ce qu'il en reste, puisque le fort était gravement endommagé pendant la Première Guerre mondiale. Alors petit exemple de ce que peut donner un bombardement, je ne sais pas si vous voyez la taille du trou, c'est énorme. Donc là c'est des obus de 150 kg. C'est en fait l'armée allemande a balancé les plus gros obus qu'ils avaient à l'époque pour essayer de prendre à tout prix le fort de Souville, qui était le rempart de la ville de Verdun. Alors là, on va arriver dans le bâtiment qui faisait partie du fort. On va rentrer brièvement à l'intérieur. Parce qu'on a eu un pic de K2 la dernière fois à l'intérieur, à la sortie en tout cas. Ce qui est assez étrange, en plein milieu de la journée. Là, vous commencez à le voir. Oui, c'était la sortie ici en fait. Donc on va essayer de monter. Alors ça va être un peu compliqué avec la caméra parce que c'est très abrupt. On va peut-être couper le temps de monter parce que j'ai pas envie qu'on se casse la gueule avec le matos. Alors on reprend. On a réussi à monter la pente sans se casser la gueule. Et là, regardez. Il faut faire très attention parce qu'il y a des trous un peu de partout d'ailleurs. Donc là on va essayer de ne pas tomber. Donc petit rappel, nous sommes dans un lieu certes chargé d'histoire au milieu de la forêt, mais par contre il faut éviter de faire n'importe quoi. On est dans un endroit qui est quand même dangereux, outre le fait qu'il y a possiblement des obus encore qui peuvent remonter à la surface. On a aussi beaucoup de trous, beaucoup de cavités, des choses qui peuvent s'effondrer. Donc il faut rester comme là par exemple, il y a eu un gros effondrement. Il faut rester très prudent. On le rappellera jamais assez. Ne jamais venir seul. Toujours être équipé correctement. Là comme vous voyez, on va descendre ici en fait. C'est une partie du fort en fait. Là c'était la partie qui s'est effondrée. Là, on va descendre. Encore une fois, attention parce que vous voyez, c'est des gravats. Ça peut glisser, ça peut... Il faut être prudent. Parce qu'en plus, quand on est équipé d'une caméra comme moi,
est un peu compliqué. Quand tu te barres, tu parlais de ta lumière. Pardon. Donc je sais que tu veux faire du show, mais si t'es même pas là pour que on voit que je me suis cassé la gueule, fais gaffe parce qu'ici la boue est glissante. Ouais, là il y a de la boue et ça glisse énormément. Une preuve, je suis en train de glisser. Voilà. On y est. Ouais, à mon tour. Il y a une petite galerie. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des meurtrières en fait, qui ont été obstruées là par des éboulis en fait. Et ça servait du coup de défense contre les Allemands. On va commencer par la droite. Bon, ici c'était un endroit où on proposait aussi pas mal de munitions. Là vous voyez, il y a eu des effondrements, hein. Il y a des cavités un peu de partout. Là, pareil, ça s'est écroulé. Mais voilà. En fait, on est juste en dessous du pont, ce qui servait de pont-levis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes qui étaient assez proches quand même du Moyen-Âge. Les meurtrières, hein. Donc, grande embrasure, petit espace pour tirer. Et puis, on avait aussi des systèmes, bien entendu, de fermeture en pont-levis, comme pour les châteaux forts. Oui, parce qu'on était... alors, il faut savoir que le fort de Souville, il était... c'était un fort qui était assez ancien, parce qu'il datait de la guerre de 1870, parce qu'il y a eu une guerre contre la Prusse à l'époque, donc les Allemands. Et en fait, il y avait une grosse partie, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, qui était en pierre, comme la plupart des forts de cette époque-là, de la fin du 19e siècle. Et maçonné. ouais, donc du coup, la mise au point a un peu de mal, je trouve. Alors, voilà. Donc en fait, le fort a été quand même renforcé, blindé en fait, avec du blindage un peu plus actuel lors de la Première Guerre mondiale. Donc ils ont renforcé avec du béton armé, avec des techniques un peu plus modernes qu'on avait au début du XXe siècle. Et du coup, ça a donné, ça a permis. Alors, je vous l'ai dit là dans l'introduction, il y a eu énormément de bombes qui sont tombées sur le fort. Et d'ailleurs, on va le voir un peu plus loin. Je vais vous montrer quel était le blindage de la tourelle principale. Malgré ces bombardements énormes, en un jour, par exemple, on a eu plus de 2300 obus qui sont tombés sur le fort. Et le fort, a été gravement endommagé. Donc là, les éboulis qu'on voit là, c'est pas uniquement dû en fait à l'érosion. À l'écoulement du temps. Il y a une bonne partie aussi qui est due à cause des bombardements, hein, des Allemands. Donc voilà, on va vous le montrer de toute façon un peu plus loin. Donc le fort, malgré les parties qui ont été endommagées, il a permis quand même de résister jusqu'au bout, parce qu'on vous en reparlera quand on y sera au niveau de l'entrée principale. Il y a eu une bataille féroce avec une résistance vraiment héroïque des soldats français. Donc voilà, ça faisait partie des points de défense du fort. Vous pouvez voir avec des meurtrières horizontales, verticales. D'ailleurs, il y a un truc intéressant avec celle-ci, c'est que vous voyez la conception. Il y a une pierre en fait qui part en oblique pour rétrécir l'ouverture. Et ça permet vraiment de se caler au niveau d'une mitrailleuse, d'une arme, un fusil, au niveau de l'ouverture, avec un peu plus de marge de manœuvre. Et l'assaillant, il est... D'ailleurs, on voit qu'il y a encore le crochet à l'époque. Oui, tout à fait. Pour mettre le système d'armement. Tout à fait. On était souvent sur des systèmes d'armement avec des mitrailleuses qui permettaient de faire des ravages, parce qu'en fait, la forêt enserre le fort et fait un goulot d'étranglement naturel. Donc en fait, les hommes suivent le sentier et du coup, ils se font dégommer facilement. Voilà. Bon, on va ressortir, on va peut-être tester un petit peu le K2 dedans quand même, parce qu'on est quand même là pour une enquête paranormale. Alors, on vous parle beaucoup au niveau historique, parce que, oui, c'est un lieu qui est vraiment chargé au niveau historique. Alors ça c'est d'époque. Oui, effectivement aussi. En fait, c'est soit un système de communication. En fait, les forts dans les Ardennes sont assez similaires, c'est-à-dire que
Il y avait des systèmes de chauffage, des systèmes de communication avec des téléphones entre toutes les parties du fort pour retransmettre les informations. Parce qu'en fait, on repérait l'ennemi et après on amenait l'information aux tourelles qui étaient plus haut et qui pouvaient bombarder la cible. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'aération. Ça, je pense que c'est peut-être plutôt un système d'aération. Parce qu'en fait, le système d'aération, c'était très 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 important. Peut-être me cadrer moi pendant que je parle, peut-être. En fait, le système d'aération était vachement important parce qu'en fait, vous le savez sûrement, la Première Guerre mondiale, on a eu l'utilisation d'armes chimiques, de gaz notamment. Et donc du coup, l'aération dans les forts, c'était vraiment primordial parce que quand on avait des attaques à base de gaz moutarde, des attaques chimiques, même à base de gaz lacrymogène aussi, c'était aussi utilisé pendant la guerre. Donc du coup, il fallait vraiment éviter qu'on s'asphyxie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aération. On le verra surtout dans la partie principale du fort, dans l'entrée principale. Parce que nous on sent très bien l'aération là-bas parce qu'on sent vraiment que l'air passe, c'est très froid, très humide. Enfin, voilà. Alors vous voyez, on arrive. Alors là, petite explication historique. Alors de toute façon c'est un peu obligatoire avec une vidéo à Verdun, je suis désolé. Même si on fait un peu du paranormal, il y a quand même le côté historique qui est très très présent. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le blindage du canon principal. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un interstice en fait. Et en fait, tout le mécanisme se levait en fait. Là, ça se lève et ça permet de faire sortir le canon pour pouvoir attaquer l'ennemi, riposter. Et c'est escamotable, ce qui fait qu'en fait, ça se couche en fait, ça se referme en fait pour protéger le canon quand il y a des bombardements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des marques quand même sur le canon. Donc, la plus grosse, elle est là. On va monter dessus. Donc voilà, ça par exemple, c'est vraiment un gros blindage. Hein, donc pour faire des marques là-dessus, il faut y aller. Donc voilà. C'est ce qui permettait de protéger la tourelle qui est en dessous. On essaiera peut-être d'y rentrer après. L'accès est un peu plus bas. On va d'abord vous montrer une petite tourelle qui est un peu plus loin. Toujours rien au niveau du K2, il est toujours allumé ça ? Oui. Ok. Alors c'est un peu étrange qu'on ait zéro variation. Après il est encore assez tôt, il doit être vers les 23h à peu près. Parce qu'on a eu vraiment des grosses variations, des gros pics avec l'alarme du K2 qui s'est déclenchée. En pleine journée. Et là on n'a rien. Donc voilà, ceci. Alors, comme vous voyez, il y a des petites meurtrières qui permettaient donc de sortir les mitrailleuses. Donc ça c'est une cloche d'observation. Oui, non c'est vrai. Là c'est une cloche d'observation. C'est un peu plus loin les casemates avec les lignes de mitrailleuses. Donc là ça permettait en fait tout simplement de voir un peu tout ce qui était angle mort. Exactement. Au niveau du... En fait là et là, il y avait des ouvertures qui permettaient de voir arriver l'ennemi et de donner coordonnées à la tour de canon qui est ici et la mitrailleuse qui est un peu plus bas. Donc voilà, ça permettait justement de vérifier par où arrivait l'ennemi. Donc du coup les Allemands, et bien sûr c'est complètement blindé aussi, hein, vous voyez, c'est du solide quoi. Ça permettait de protéger véritablement. Là. Ok, vas-y. Oh. Là il y a quelque chose. Là il y a le K2 qui sonne. Vous l'avez entendu. Vous l'avez certainement peut-être vu aussi. Ok. Quand le K2 sonne comme ça, c'est qu'on a une très grosse variation électromagnétique. Et c'est au moment où tu l'as approché de la tourelle d'observation. Ouais. Voilà, ces papillons sont en train de me... Ok. On va peut-être réessayer. Essayer de faire le point sur la... Chez 000, c'est bien net. Alors, du coup, on va essayer de poser une question.
Donc déjà on va se présenter parce qu'on l'a pas encore fait. Nous sommes des enquêteurs. Nous sommes là pour essayer d'entrer en contact avec des entités éventuelles. On sait qu'il y a eu beaucoup de souffrances ici, beaucoup de morts, beaucoup de... voilà, c'est très chargé, on le sait. Est-ce que il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner, réagir le K2, l'appareil qui est juste devant la caméra, qu'on vient de poser sur le poste d'observation? Si c'est le cas, faites varier le K2. Approchez-vous. Ou refaites-le sonner, s'il vous plaît. Toujours rien. Is da jemand? Alors oui, petite précision, on essaye aussi en allemand. Mon ami JC qui maîtrise plus l'allemand que moi, c'est pas difficile. On essaye d'interpeller à la fois en français et en allemand parce que voilà, il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont morts là, d'ailleurs plus d'Allemands que de Français, surtout à cet endroit-là. Donc voilà, on essaye d'interpeller à la fois en allemand et en français au cas où, parce qu'on sait très bien que dans les deux cas il y a eu beaucoup de pertes. Is da jemand? C'est étrange. Ouais. On va continuer, on va voir. N'hésitez pas si vous êtes avec nous, s'il y a quelqu'un. N'hésitez pas, nous sommes là. Oui, non, là tu viens de le prendre, c'est normal. En général, quand tu le récupères de quelque part, voilà. Ah non, quand même, c'est une grosse variation. C'était une grosse variation. Là, regarde. Ça le fait pas à chaque fois. Ouais, c'est bizarre. Après, c'est peut-être le métal. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on est sur un blindage. On est sur un blindage, donc peut-être qu'il y a des résidus, je sais pas, oui, ou alors ça doit être, électrostatiques ou quelque chose, mais... Ça doit être l'appareil qui se revient vers lui-même. Peut-être, donc du coup, ouais, on va partir du principe que là, c'est peut-être pas paranormal, mais c'est peut-être du coup dû au blindage, en fait, avec le contact, on sait jamais. Là, on arrive à la casemate. Donc là, on arrive effectivement à la casemate. Et donc là, effectivement, c'est là qu'on mettait les mitrailleuses, comme vous pouvez le voir dans cet orifice. On plaçait, d'ailleurs, il y a encore le mécanisme, je vais essayer de vous le montrer, là vous le voyez un peu. Donc là, voilà, on posait la mitrailleuse et ça permettait d'arroser l'ennemi. Il y en a de chaque côté. Il y a une petite réaction carrément quand tu le prends là. Ouais. Donc du coup au niveau du K2, ouais, je pense que les réactions qu'on a c'est peut-être là dû au blindage en fait. Parce que du coup ça, vu que c'est métallique. Ah oui et non, parce que ça le fait pas à chaque fois. Alors là vous voyez ceci. C'est l'entrée de la tourelle principale en fait. Vous voyez il y a deux petits orifices de chaque côté, deux petites entrées et une entrée principale. Alors c'est là qu'a été situé le plus gros des canons. Le canon principal. Donc, alors comme vous pouvez le voir, c'est très sombre à l'intérieur et il y a un peu d'eau. C'est très glissant. Donc on va y aller, on va faire très attention. Il y a des trous. Donc encore une fois, on le rappelle, quand on fait ce genre de choses, l'urbex, le paranormal, dans des lieux qui sont quand même potentiellement dangereux comme ici, on fait très attention. On met les pieds, on y va doucement. Et surtout, on vient repérer d'abord en journée pour éviter tout risque si on revient la nuit. On a des chauves-souris qui se promènent. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des stalactites au plafond avec les infiltrations d'eau calcaire. Donc là, voilà, vous voyez un escalier. Donc là, en fait, c'était l'installation où
le canon se trouvait. Donc en haut de l'escalier, on va y aller après. Parce que les marches sont très glissantes et à moitié, d'ailleurs, il y en a certaines qui sont très endommagées. Donc là, il reste de l'équipement. Là, vous voyez, c'est une partie qui mène directement dans le canon, en fait, là. Ça permettait, en fait, d'actionner, justement, un des canons. Donc vous voyez, là, il y a la partie qui s'est détachée, qui a été un peu endommagée. Mais c'était de très gros mécanismes, un très gros canon. Mais là, c'est pas le parti principal, en plus, vous allez voir, c'est à côté, on va y aller. Avec de la boue. En fait, ces dispositifs étaient actionnés par l'homme, mais il y avait un contrepoids. Et dans certains forts, en fait, ils ont tellement été bombardés que le contrepoids s'est carrément séparé, c'est-à-dire que ça s'est fissuré sous le choc de l'explosion. Verdun, c'est la Première Guerre mondiale, on était vraiment sur une guerre de position. Et en fait, l'ennemi, pour l'en déloger, en fait, on envoyait la gomme. Donc en fait, il y a eu plusieurs millions d'obus qui se sont abattus sur un champ de bataille qui est immense. Et juste pour vous donner une idée, l'ossuaire de Douaumont repose sur des squelettes. Il y a 400 000 en fait, restes humains qu'on n'a pas pu identifier, qu'on n'a pas pu rattacher. Et en fait, le musée et le cinéma reposent en fait sur des corps. C'est pour vous donner une idée vraiment de la violence du conflit. Oui, effectivement, l'ampleur du conflit, voilà, ça a été la Première Guerre mondiale, on l'appelait la Grande Guerre. Et parce qu'il y a eu vraiment, c'était vraiment une boucherie, le nombre de morts a été vraiment énorme, vraiment. Et à l'époque, c'était vraiment le conflit le plus meurtrier qui existait. Et là, on arrive sous le canon. Alors, vous voyez, ceci, ça permettait en fait, avec un système de levier, tout simplement, de faire tourner. De pouvoir pousser. Donc, en fait, pour pouvoir, en fait, ça permettait de faire monter le dispositif du canon. Et surtout la coupole. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous la montrer. Là, vous voyez, il y a la coupole, en fait, où on était tout à l'heure. On était juste au-dessus. Donc, c'est la coupole qui permet de protéger le canon en cas d'attaque, de bombardement. Et du coup, vous voyez là les engrenages, les gros mécanismes, ce qui permettait de soulever la coupole et donc du coup de faire sortir le canon. Vous voyez, c'est énorme comme machinerie, c'est vraiment énorme. C'était quand même un système très impressionnant quand même pour l'époque. C'était vraiment au summum de la technologie, parce qu'on était vraiment sur quelque chose d'inédit d'ailleurs. Surtout ce canon-là, qui a été le seul et l'unique exemplaire en fait, puisqu'après il n'y en a pas eu d'autres après lui, de ce type-là. On va quand même essayer de t'interpeller un petit peu, on sait jamais, on sait qu'il y a eu des gens ici, bon peut-être pas potentiellement là, il n'y a pas eu je pense de victimes à cet endroit précis, mais on sait jamais. Ist da jemand? Wir sind hier in Freuden. Bitte, komm hier. Ouais, c'est mieux. Au niveau du focus, on va mettre le manuel. Je sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup de gouttes d'eau qui tombent, donc on peut être... Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? N'hésitez pas, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous sommes là vraiment dans le respect. On peut témoigner de la souffrance que vous avez eue ici. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ist da jemand? Ok. J'espère qu'on entend la caméra. Bitte, komm hier. Alors, pour vous expliquer, si vous n'entendez pas les bruits, on entend des coups, du bruit qui viennent de derrière nous. Ist da jemand?
C'est qu'il y a quelqu'un avec nous. Bitte, komm hier. Ça, c'était une goutte d'eau, je pense. Après ça, j'ai l'impression que c'est plutôt le bruit liés aux chauves-souris. Mais... Non, non. C'est des petits bruits, chauves-souris. Ist da jemand? C'est pas des chauves-souris, ça, Damien. Arrête tes conneries. C'est devant nous, c'est au niveau de l'entrée. On va avancer. Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits qu'on a entendus? Ou est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Wir sind hier für Sprechen. Ok. Si vous n'avez pas entendu, il y a eu deux coups qui ont répondu à la question de JC qui voulait dire d'ailleurs. Nous sommes ici pour parler. Voilà. Bon, ça y est, on va reprendre. Donc, on est, pour vous situer, on est à l'entrée principale du fort de Souville. Alors, rapidement, j'en ai déjà parlé dans l'introduction, mais c'est ici en fait qu'il y a eu lieu la bataille la plus féroce, c'est-à-dire que les 300 hommes environ de la garnison française du fort ont tenu tête à plusieurs bataillons de soldats allemands. En fait, ils étaient au-dessus du fort. Ils étaient sortis, puisque le fort avait été déjà endommagé par les bombardements. Ils sont sortis au niveau de la hauteur, là. Et ils ont lancé des grenades sur les assaillants allemands. Ils ont mitraillé. Ça s'est fini au corps à corps. Il y a certains Allemands qui ont quand même réussi à rentrer par l'entrée, surtout par les latrines qui sont sur le côté, en fait. C'est par là qu'on va rentrer d'ailleurs. Voilà. Et il y a eu quelques combats donc du coup à l'intérieur du fort et des combats au corps à corps. Donc voilà. Alors c'est quand même une prouesse, hein, c'est un jeune lieutenant français qui a tenu tête à vraiment quasiment des très grosses troupes allemandes et c'est vraiment un acte héroïque. C'est grâce à ça que Verdun a pu être épargné, il n'a pas été prise par les Allemands. C'était vraiment la dernière défense de Verdun. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour ce lieu et pour les soldats qui s'y sont battus. On va peut-être s'arrêter dans un casernement pour essayer de voir si on a des réponses, peut-être. Même si, encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de décès à l'intérieur du fort, même s'il y a eu des intoxications dues au gaz. Donc il y en a certains qui malheureusement ont quand même péri à cause de ça. C'est très beau. On va essayer de passer un peu sur les briques. Attention, c'est des trucs d'enfer qui sortent. Alors d'ailleurs, on va avancer quand même pour vous montrer. Il y avait des escaliers qui descendaient plus bas. Dans les étages inférieurs, encore une fois, les étages inférieurs sont soit effondrés, soit inondés, hélas.
Donc là vous voyez c'est complètement bouché, mais ça permettait de descendre plus bas. C'est normal, c'est JC qui vient de faire du bruit. Donc vas-y, peut-être essayer de voir si on a un résultat au K2. Peut-être même on va avec du bruit aussi, parce que là s'il y a du bruit, là pour le coup ça serait vraiment surprenant. Il y a beaucoup d'écho, j'espère que vous entendez bien quand même. Vous voyez, ceci, c'est un trou en fait. Il y avait une ventilation en fait, ça permettait en fait tout simplement justement encore une fois de renouveler l'air pour éviter que on est sous terre là, faut quand même des apports en oxygène, donc c'était pour éviter que les soldats s'asphyxient, et puis encore une fois à cause des attaques au gaz, donc ça permettait de renouveler au maximum l'air. Alors pour être honnête, être sous terre comme ça c'est spécial comme on se met bien à la place des soldats à l'époque qui étaient là enfermés sous terre pendant des jours et des jours et des jours. Ça devait être vraiment difficile, particulier. On a quand même eu des tags, ouais, là. Voilà. De chaque côté. Alors c'est. Voilà. On avance. Je ne sais pas si vous voyez, de chaque côté du mur, il y a des parties métalliques qui devaient tenir une sorte C'est des portes. De portail. Ouais. Il doit y avoir, vu la taille de la cavité, il doit y avoir un portail ici. Parce qu'en fait, on est dans une partie qui remonte en fait. On sent énormément d'air. Il y a un courant d'air froid et humide. Juste pour la petite histoire, on a perdu 5 degrés déjà. Ouais. Par rapport à l'extérieur. Et ça se rafraîchit un peu. Il fait vraiment très froid et très humide à l'intérieur des souterrains. Un autre tag pour dire exit. Alors effectivement il va y avoir une galerie qui va permettre de ressortir à l'extérieur qu'on ne va pas emprunter. Parce qu'elle est extrêmement glissante et pentue. Parce que là on arrive au bout en fait. Ça monte, ça glisse déjà. Bon, vous voyez encore un éboulis. Hein. L'ouvrage a quand même plus de 100 ans. Il y a des dégâts qui ont été causés aussi par les bombardements. Donc, on est forcément sur quelque chose de fragile. Et là, je vais vous montrer, c'est la fameuse sortie. Donc il y a quand même une sacrée montée, très glissante. Et qui débouche en plein dans la forêt, mais on ne sait pas où. Tout à fait. Donc on va pas s'amuser à y aller maintenant en pleine nuit. Parce que si c'est pour se paumer au milieu de la forêt la nuit, on va éviter. On va redescendre. On va essayer de faire quelques interpellations sur le chemin quand même. Et je pense que si on n'a aucun résultat à l'intérieur des souterrains, on va peut-être retourner dans la forêt, et notamment dans la tour, au niveau de la tourelle où on a eu tout à l'heure des bruits un peu quand même étranges, qui semblaient répondre aux questions en allemand en tout cas. Donc on va voir ça. Allez, on va redescendre. Je laisse passer dedans. Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez s'il vous plaît. Non, c'est une chauve-souris. C'est les bruits du battement d'ailes des chauves-souris. On aurait dit une sorte de coups dans le mur. de frottement, de trucs bizarres. Non, ça va. C'était fausse alerte, c'était les battements d'ailes d'une chauve-souris. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. On va essayer encore cette intersection. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites du bruit s'il vous plaît. Nous sommes là pour communiquer avec vous. Ok. Du bruit vers l'entrée du fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On est là pour vous. On n'est pas très loin de l'extérieur, donc je pense que c'est peut-être plus. On est mal à l'extérieur du fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est un bruit des chauves-souris. Ouais, il faut peut-être essayer en allemand. C'est comme ça que ça avait réagi tout à l'heure. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Bitte, spreche. Wir sind Freuden. Bitte, komm. Non, pareil. Les gouttes et les chauves-souris. C'est pas grand chose. Dès qu'elle frôle le mur, ça fait Et oui, c'est ça. des grosses vibrations. Bon, ben, c'est la fin de notre premier épisode d'enquête dans les Ardennes. Donc
Donc après avoir fait un repérage de jour où on avait eu une activité avec le K2, ben, bizarrement le soir c'était très calme. Donc là on est dans on va dire, dans la cavité de la tour canon où on avait eu des bruits qui, bon, apparemment ça doit être des chauves-souris. Ben, en fait on pense que même après un terrible affrontement, on espère que les âmes ont enfin trouvé le repos. Donc voilà, ben on a fait une belle exploration, on a beaucoup marché. J'espère que voilà, ben tout ce qu'on vous aura apporté vous donnera envie de visiter aussi cette région qui a vraiment été meurtrie par trois vagues de guerre. Il faut savoir qu'il y a eu 1870, 1914 et 39-45. Donc les Ardennes sont fascinantes par rapport aussi à ce côté conflit. Mais une fois encore, il faut vraiment être très prudent parce qu'en fait, il y a eu deux vagues de bombardements. Une qui était, on va dire, avec des obus, d'autres qui étaient avec des obus chimiques. Et en fait, les obus chimiques étant plus légers, remontent en dernier. Donc une fois encore, voilà, si vous visitez des sites comme ça, restez vraiment dans les sentiers balisés, équipez-vous vraiment pour marcher, parce que voilà, on est sur des lieux qui sont abandonnés depuis longtemps, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, donc surtout, faites-le en binôme et restez prudent. Alors voilà, donc clap de fin pour l'épisode 4 de Nocturnis. C'est vrai que comme le disait JC, c'est un endroit vraiment particulier, puisque c'est vraiment chargé d'histoire. Je pensais avoir plus de résultats que ça, honnêtement. Au final, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça veut peut-être dire que finalement, malgré les massacres, malgré la violence des batailles, ça veut peut-être dire que malgré tout, les soldats, les hommes ont réussi à trouver le repos. Et voilà, on va vous passer les passages quand même de l'exploration de nuit, parce que ça rend quand même bien, je pense que c'est assez sympathique. Ça donne un côté un peu plus original à la découverte historique, je pense, parce que voilà, la plupart du temps, les vidéos comme ça se font de jour. Là, le fait de le faire la nuit, voilà, pourquoi pas, ça rajoute un petit côté un peu plus original. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. D'autres enquêtes sont prévues, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, certainement aussi plus liées au cinéma, donc voilà, je vais essayer de produire un peu plus de contenu là cet été, on va en profiter. Donc on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Nocturnis et pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, au compte Facebook, à l'Instagram, il y a tous les liens qui sont au niveau de la chaîne et dans la description. J'ai ouvert également un Tipeee, donc si vous souhaitez contribuer un peu financièrement à la chaîne, parce que ça, voilà, vous avez vu là, on est passé en vidéo 4K, on est passé vraiment un cran au-dessus au niveau de la vidéo, même s'il y a eu quelques peut-être problèmes d'autofocus. Voilà, on essaie d'améliorer sans cesse la qualité du contenu, des vidéos, donc n'hésitez pas, ça coûte cher, donc si vous pouvez donner ne serait-ce qu'un euro par mois, c'est déjà beaucoup. Ça nous aide vraiment beaucoup et surtout abonnez-vous et partagez les vidéos, c'est vraiment ça le plus important et c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc on se dit à très bientôt. Bye bye. Bêtisier.